La mondialisation financière peut être définie comme un processus d'intégration des différents marchés de capitaux, c'est-à-dire une ouverture de l'ensemble des marchés nationaux à l'international pour mener un marché mondial unique des capitaux. Depuis les années 80, les marchés financiers ont connu de nombreuses réformes qui ont transformé les échanges de capitaux à l'international. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux principales caractéristiques de la mondialisation financière depuis son émergence, ainsi qu'aux phénomènes dont elle résulte. Puis nous évaluerons son impact sur l'économie réelle au fil des années. La mondialisation financière présente trois principales caractéristiques. Tout d'abord géographique, en effet la mobilité des capitaux d'un pays à l'autre est libre et doit théoriquement entraîner une meilleure allocation des richesses. Ensuite, fonctionnel, c'est-à-dire que les marchés financiers sont compartimentés en plusieurs marchés selon les produits qui sont échangés. Par exemple, le marché boursier, le marché d'échange, le marché monétaire, etc. Enfin, la caractéristique temporelle, signifiant que les marchés sont connectés 24 heures sur 24 et sont davantage interconnectés les uns aux autres. Ce marché international des capitaux permet à tous les investisseurs ou emprunteurs de rechercher le rendement et la protection la plus adaptée en procédant au déplacement de fonds d'un type de titre à un autre ou d'une monnaie à une autre, par exemple. Nous pouvons dire que la mondialisation financière est issue de trois phénomènes. Premièrement, les réformes introduites dans le système financier au niveau international. Ensuite, les innovations technologiques et enfin, les innovations financières. Depuis les années 80, les pays développés, suivis par les pays en développement, ont réformé le système financier international, contribuant ainsi à sa transformation. La libéralisation des marchés qui en a découlé est souvent désignée par les 3D, concept inventé par l'économiste Henri Bourguignat. Un premier D comme déréglementation financière, qui correspond à l'adaptation des contrôles et des réglementations pour aboutir à une plus grande liberté de la circulation des capitaux. Le second D signifie désintermédiation financière. Il s'agit de montrer l'accès de plus en plus facile et privilégié des entreprises au financement, par émission de titres, plutôt que de passer par des intermédiaires financiers comme les banques. Enfin, le troisième D signifie le décloisonnement des marchés, c'est-à-dire la suppression de la segmentation entre marché à court et long terme, permettant aux investisseurs de passer d'un marché à l'autre. Ces marchés sont alors interconnectés. Nous pouvons désormais ajouter un quatrième D à cette théorie, suite au développement rapide des technologies d'information et de traitement, le D de dématérialisation. Parmi les principaux acteurs, il y a les firmes multinationales qui réalisent des investissements directs à l'étranger par le biais d'achats d'entreprises locales, de création d'entreprises ou en réalisant des opérations financières, filiales et maisons mères à l'étranger. Ensuite, les investisseurs institutionnels comme les caisses de retraite ou les caisses d'assurance qui placent les fonds collectés auprès des épargnants sur les marchés financiers avec pour objectif la diversification des placements pour limiter le risque de perte du capital. Les banques d'investissement, quant à elles, financent le développement et la création de sociétés en réalisant des placements plus ou moins risqués. Ensuite, les hedge funds, fonds spéculatifs non cotés, qui recherchent le profit à court terme et effectuent un grand nombre d'opérations sur les actifs financiers. Enfin, les fonds souverains qui placent l'épargne des États qui les ont créés. La mondialisation financière est également amplifiée par des flux financiers de trois types. Dans un premier temps, les investissements directs à l'étranger, définis comme une opération par laquelle un investisseur d'un pays d'origine acquiert un actif dans un pays étranger avec l'intention de le gérer sur le long terme. Il peut permettre de favoriser la rentabilité des entreprises du pays d'origine et donc accélérer sa croissance économique, mais aussi améliorer le niveau d'emploi du pays étranger et financer le développement de l'économie. Dans un second temps, il y a achat de titres étrangers qui peuvent être des investissements dans des actions, des obligations ou autres titres financiers à plus d'un an. Et enfin,
les placements à très court terme à l'étranger, qui sont des flux très sensibles aux variations de taux de change et des taux d'intérêt. La mondialisation financière peut être mesurée grâce à l'observation de différents indicateurs, comme l'évolution de l'importance des dettes et des actifs extérieurs bruts, qui représentent le degré d'imbrication financière des pays. L'évolution de la taille de ces flux de capitaux au niveau international représente le degré de diversification internationale des portefeuilles. Et le niveau de corrélation entre les différents marchés financiers régionaux. Les tendances ainsi observées montrent que la mondialisation financière continue de rester forte et de progresser, même si elle diminue à l'intérieur de la zone euro, tandis que la globalisation commerciale, quant à elle, diminue notamment à cause du recul du poids de l'industrie dans l'économie mondiale. Si la tendance observée se poursuit, c'est-à-dire si la mondialisation financière continue à progresser et que la globalisation commerciale diminue, cela implique plusieurs choses. Cela signifie que les cycles économiques se transmettent d'une région à l'autre davantage par le biais des marchés financiers. La récession de 2008-2009 en est un bon exemple. Comme point de départ, la chute des subprimes aux États-Unis, entraînant une crise boursière, puis bancaire qui s'est propagée aux autres pays. Cela montre également que les politiques monétaires nationales aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ou européennes, liées aux conditions économiques particulières, influent de plus en plus par leurs effets sur les marchés financiers. Enfin, le fait que le poids de la finance continue de grandir par rapport à celui de l'économie réelle implique que l'économie réelle a davantage de probabilité d'être déstabilisée par des chocs financiers. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que la mondialisation financière a commencé dans les années 80, avec l'émergence du concept des 3D plus 1, dérèglement, désintermédiation, décloisonnement, auquel s'ajoute désormais la dématérialisation, et n'a plus cessé de progresser depuis. Le poids et l'influence croissante de la finance dans l'économie pourraient constituer un risque. En effet, un choc financier aurait une forte probabilité de déstabiliser l'économie, d'où la nécessité qu'elle soit régulée et contrôlée. C'est pourquoi plusieurs propositions ont émergé pour éviter que de tels chocs arrivent, comme par exemple taxer les flux de capitaux pour diminuer les flux spéculatifs, fixer des règles prudentielles pour améliorer la surveillance des marchés bancaires et financiers, ou encore donner davantage de pouvoir aux organismes internationaux tels que le FMI ou la BCE.